Le réseau transatlantique sur l'Europe politique présente. L'indépendance de la BCE empêche-t-elle sa politisation? A priori, on pourrait croire que la Banque centrale européenne et la question de sa politisation, ça peut être considéré comme un oxymore. Pourquoi? Parce que la Banque centrale est censée être indépendante des pouvoirs politiques. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une institution indépendante du pouvoir politique peut se politiser? Et si elle le fait, est-ce qu'elle va quelque part contre ses missions? Est-ce qu'elle brise un certain statut d'indépendance? Alors, afin de répondre à cette question, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est une banque centrale. Les banques centrales sont des institutions récentes, apparues dans leur forme moderne vers la fin du 19e siècle, quand les autorités politiques ont décidé de leur déléguer le monopole du fait de pouvoir battre monnaie, c'est-à-dire le monopole de l'émission des monnaies officielles de nos zones monétaires respectives. Alors, les autorités politiques ont délégué beaucoup de missions qui ont varié dans le temps aux banques centrales, mais les deux missions principales que doivent remplir les banques centrales sont d'un côté la stabilité des prix et de l'autre côté la stabilité financière. Alors, généralement, plus les banques centrales doivent accomplir des missions variées, moins elles sont indépendantes. La Federal Reserve, par exemple, la banque centrale états-unienne, doit accomplir bien des missions, dont notamment le plein emploi, mais elle est beaucoup moins indépendante que la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, justement, c'est une institution récente qui a été créée en 1999 et qui recoupe aujourd'hui les 19 pays de la zone euro au sein d'un système qu'on appelle l'eurosystème. Et la Banque centrale européenne, c'est sûrement un des exemples les plus emblématiques du dernier tournant institutionnel des banques centrales qu'on appelle le modèle de la banque centrale indépendante. Le modèle de la banque centrale indépendante, c'est quoi? C'est en fait une manière d'organiser les banques centrales et le système monétaire pour donner une priorité à la lutte contre l'inflation. Donc, dans les années 70 et 80, quand l'inflation est un problème politique majeur, l'idée était de protéger les banques centrales d'éventuelles pressions politiques en les rendant indépendantes, avec l'idée que le personnel politique ne pourra jamais s'empêcher, en quelque sorte, de manipuler les masses monétaires avant les élections, bref, de tenter de jouer un peu sur les règles du jeu pour favoriser ses propres intérêts. Pour bien comprendre ça, c'est un peu comme le mythe du sorte, afin de pouvoir résister à des tentations diverses, les autorités politiques ont décidé de se lier les mains en déléguant leurs compétences à la Banque centrale européenne afin de pouvoir être davantage crédibles aux yeux des opérateurs de marché dans leurs préférences anti-inflationnistes et donc, à terme, d'essayer de contrôler ce problème majeur qui, dans les années 70-80 qui était l'inflation. Et donc, à partir de ce modèle, il convient de préciser ce qu'on entend par la politisation de la Banque centrale européenne, et plus généralement la politisation des banques centrales. Dans la littérature en sciences sociales, on trouve deux principales définitions de ce que peut être la politisation de la BCE. La première définition est une définition par la négative, c'est-à-dire que est politisée l'action d'une banque centrale et par extension la banque centrale elle-même si elle rompt avec les principes fondateurs du modèle de la Banque centrale européenne. Et donc, dans cette définition, on aura une politisation de l'action de la Banque centrale européenne si jamais celle-ci est soumise à des pressions politiques. Donc là, la rupture du principe d'indépendance vis-à-vis des autorités politiques. On aura également une politisation de la BCE si on est en rupture avec le principe d'impartialité, c'est-à-dire que la politique monétaire européenne doit servir à un intérêt général européen, un intérêt monétaire européen, et ne doit pas privilégier des groupes sociaux en particulier ou des États membres en particulier. Et enfin, on aura une politisation de la Banque centrale européenne et de son action si jamais on a une rupture avec les conventions, c'est-à-dire avec les bornes légales, mais également les limites tacites que la BCE s'est plus ou moins imposé à son action au fil de son existence depuis sa construction et sa création en 1999. Cette définition de la politisation de la BCE oppose donc un policy-making qui serait dépolitisé, technocratique, à un policy-making qui serait politisé. Et on a donc une définition qui est essentiellement dichotomique. Une seconde définition de la politisation de la BCE, qui est une définition qui repose sur la politisation de la question monétaire européenne, de l'enjeu monétaire européen, et non pas une politisation de l'action de la BCE.
pour qu'il y ait politisation de l'enjeu monétaire européen, il faut qu'on ait la conjonction de trois dynamiques. D'une part, une science accrue de l'enjeu monétaire, à la fois dans les médias, dans les débats publics. Deuxième élément, c'est la polarisation de l'opinion autour de la question monétaire. Il faut qu'on ait une polarisation plus forte des opinions sur ce sujet. Et enfin, le troisième facteur qui permet de parler de politisation dans cette définition, c'est l'extension du nombre d'acteurs et de publics qui prennent position sur la politique monétaire. Cette définition présente également plusieurs limites, dans le sens où la complexité et la technicité des politiques monétaires, et ce notamment depuis les années 90 et la financiarisation de la politique monétaire, font que la mesure de l'opinion publique sur les questions monétaires européennes est relativement peu opérante pour saisir la politisation. Cette définition trifactorielle est largement utilisée pour des politiques européennes moins complexes et généralement moins technicisées et scientificisées que la politique monétaire européenne. Dans la littérature en sciences sociales, la BCE et la politique monétaire ont toujours été considérées comme un objet éminemment politique. Pour autant, la politique monétaire a fait l'objet de nombreuses discussions, controverses, commentaires et argumentations depuis la crise financière de 2008, et la saillance des questions monétaires s'est toujours accrue. C'est pourquoi les usages du concept de politisation appliqués à la Banque centrale européenne se sont principalement développés depuis cette crise. Quelles conséquences ont les crises sur la politisation de la BCE ? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà distinguer deux moments, finalement, de la crise financière qui est sûrement avec nous depuis au moins 2007. Le premier moment correspond à la fenêtre qui s'est ouverte entre 2007 et 2015. Alors, cette crise, qu'on appelle généralement la crise financière globale et qui a été aussi liée à la crise de la zone euro, a représenté à la fois un risque, mais aussi une opportunité pour la Banque centrale européenne. Alors, pourquoi un risque? C'est assez simple. Donc, ce qu'on vient de dire avant, c'est que la Banque centrale européenne est responsable de la stabilité financière. C'est un de ses enjeux, c'est une de ses missions en Europe. Et donc, évidemment, si le système financier européen était venu à imploser, alors la Banque centrale européenne aurait pu être pointée du doigt comme ayant failli à ses missions. Elle aurait pu aussi, tout simplement, cesser d'exister si la zone euro avait cessé d'exister. Donc, la crise a été un risque pour la BCE. Mais ça a été aussi une fenêtre d'opportunité. Pourquoi? Alors, pour comprendre pourquoi la crise a été une fenêtre d'opportunité pour la BCE, il faut déjà bien se rappeler que la Banque centrale européenne, si elle est indépendante des pouvoirs politiques, elle garde quand même des préférences politiques. Elle a son propre agenda qu'elle essaye d'avancer. Pourquoi? Pour défendre sa légitimité, sa réputation organisationnelle, comme bien d'autres agences indépendantes. En particulier, pour la Banque centrale européenne, il est très important donc qu'une certaine culture de la stabilité des prix soit diffusée en Europe. Pourquoi? Parce que ça peut lui permettre d'atteindre ses objectifs plus facilement. Donc, son objectif qu'elle s'est fixé elle-même de maintenir les prix à un taux à peu près stable de 2% par an. Alors, comment la BCE a utilisé la crise comme une fenêtre d'opportunité? Elle a utilisé à la fois grâce à ses instruments monétaires, mais aussi à la reconnaissance de son statut d'expertise, à son autorité morale en quelque sorte. Donc, ça a été ces deux canaux d'influence pour essayer d'influer sur la définition des politiques économiques européennes pendant la crise de la zone euro entre 2010 et 2015. Alors, pour donner un exemple de l'utilisation de ces politiques monétaires, quand la Banque centrale européenne s'est mise à racheter les bons du Trésor, donc la dette italienne sur les marchés secondaires, elle l'a fait, mais avec conditions. Et les conditions de ce rachat correspondaient aux mesures que la BCE essaye de défendre et de mettre en œuvre dans les différents pays européens depuis 1999, comme la flexibilisation des marchés du travail, la privatisation de certaines entreprises publiques, le passage d'un régime de retraite par capitalisation, bref, bien des domaines qui ne relèvent pas directement de sa compétence monétaire, mais qui ont un impact sur son objectif, qui est la stabilité des prix. Donc, quand la Banque centrale européenne a commencé à racheter les bons du Trésor italien, elle a aussi écrit une lettre à Silvio Berlusconi, qui à l'époque était le président du Conseil italien, en détaillant ces conditions. Silvio Berlusconi, assez rapidement, a joué un peu sur cette conditionnalité et a retardé la mise en œuvre de ces réformes. Du coup, la Banque centrale européenne a arrêté de racheter les titres des bons du Trésor italien, ce qui a accentué la pression financière sur l'État italien, ce qui a finalement forcé Silvio Berlusconi à sa démission. Donc ça, c'est une des premières manières d'influer
sur l'agenda économique européen pendant la crise. Et la deuxième manière, donc la Banque centrale européenne, comme elle arrivait à cadrer la crise de la zone euro comme étant une crise qui a été principalement liée à l'irresponsabilité budgétaire grecque, alors que ce n'est pas forcément le cas, il y a eu bien d'autres facteurs qui sont rentrés dans cette crise, comme le comportement hasardeux des banques, par exemple. Mais comme la BCE est arrivée à cadrer l'enjeu de cette crise autour de la question budgétaire et fiscale, alors ça a aussi permis de renforcer son autorité morale, parce que ça a donné plus de poids au Conseil qu'elle donnait depuis 1999 au gouvernement européen, de bien faire attention à leurs dettes et à toujours préserver la confiance des marchés. Donc en ça, entre 2010 et 2015, la BCE a su gérer la crise comme un risque et a su aussi la maximiser comme une fenêtre d'opportunité pour étendre ses préférences politiques au sein de l'ordre économique européen. Une des conséquences de la crise dite des dettes souveraines à partir de 2010 et jusqu'à l'été 2015 et la signature du troisième mémorandum grec a consisté en une inflation relativement faible et en deçà de l'objectif de la BCE de 2% dont tu parlais. Pour retrouver un niveau d'inflation consistant avec son objectif, la Banque centrale européenne a décidé à partir de 2015 de déployer ce qu'on appelait des mesures non conventionnelles, c'est-à-dire des politiques monétaires extraordinaires pour répondre à une situation de crise. Et cette crise se manifestait à la fois par une inflation trop faible et par une récession dans certains pays de la zone euro. Parmi ces mesures non conventionnelles, on compte d'une part le rachat de titres financiers sur les marchés. Ces titres financiers étaient rachetés à 80% des titres de dette publique, 20% étant composés de dettes privées. Et la BCE a commencé ces rachats à partir de mars 2015 pour un montant qui aujourd'hui correspond à 3 000 milliards d'euros. Dans le même temps, la Banque centrale européenne, afin de stimuler le crédit et grâce à l'augmentation du crédit, de retrouver un niveau d'inflation correspondant à ses objectifs, a décidé d'abaisser les taux auxquels les banques privées peuvent faire auprès de la BCE, initialement à des niveaux très très bas et à partir de 2016-17 à des niveaux négatifs. Ces mesures non conventionnelles ont fait l'objet d'un certain nombre de contestations et ces contestations découlent des conséquences distributives qu'ont ces mesures sur les différentes composantes des sociétés européennes. La première composante des mesures non conventionnelles de la BCE, le très bas niveau des taux d'intérêt, s'il a pu faciliter le crédit, a également eu pour conséquence de générer une bulle immobilière dans un certain nombre de pays de la zone euro. Par ailleurs, les taux négatifs ont impacté négativement les épargnants qui détenaient l'essentiel de leur épargne sur leur compte à vue ou sur des comptes réglementés. D'autre part, les rachats d'actifs mis en place par la BCE à partir de 2015 ont également eu pour effet de soutenir la croissance des marchés financiers et d'alimenter des bulles sur un certain nombre de marchés financiers, favorisant donc les détenteurs d'actifs financiers qui ont pu, grâce à l'augmentation du prix de ces titres, engranger des bénéfices substantiels. Donc, ces deux mesures non conventionnelles ont eu ce qu'on appelle des effets distributifs, c'est-à-dire qu'elles ont favorisé certains groupes socio-économiques par rapport à d'autres, et ce, dans l'ensemble de la zone euro. Et l'une des conséquences donc, de ces mesures non conventionnelles générées pour répondre à une crise a donc été de susciter des contestations du fait des mesures distributives qui allaient à l'encontre du principe d'impartialité et de respect d'un intérêt monétaire européen. Allons-nous vers plus de politisation ? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir sur ce que tu disais avant, Antoine. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la Banque centrale européenne, depuis 2007, étend de plus en plus sa panoplie d'instruments monétaires. Pourquoi ? Pour stabiliser les systèmes financiers des crises inhérentes aux économies financiarisées dans lesquelles on vit aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la Banque centrale a racheté des titres d'entreprises sur les marchés secondaires, mais ce faisant, elle a aussi engendré des controverses, ce que tu disais juste avant, Antoine. Et finalement, ce qu'on peut anticiper pour le futur, c'est une actuation de ces logiques, c'est-à-dire la Banque centrale européenne qui va continuer une espèce de fuite en avant, à toujours innover en matière d'instruments monétaires afin de continuer à stabiliser les systèmes financiers de ses propres crises. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un écart grandissant qui risque de se créer avec son mandat originel,
qui promouvait un modèle de banque centrale assez simple, donc qui visait une cible d'inflation grâce à la simple manipulation des taux d'intérêt. Donc, cette fuite en avant, qu'est-ce qu'elle peut toucher? On peut imaginer deux sujets qui sont aujourd'hui à l'agenda de la Banque centrale européenne. Le premier, c'est le tournant environnemental et le deuxième, c'est la question des crypto-monnaies ou plus simplement des monnaies électroniques des banques centrales. Alors ici, dans cette capsule vidéo, on aura le temps de s'intéresser qu'à l'enjeu environnemental et qu'est-ce que ça signifie. Alors tout d'abord, pour comprendre cette espèce de tournant vert que devrait prendre la Banque centrale européenne, il faut revenir sur les controverses générées par ces programmes monétaires précédents. Donc en rachetant les titres des entreprises existantes sur le marché, sur les marchés secondaires, la Banque centrale européenne a finalement recréé un espèce de billet déjà existant en faveur des multinationales qui ont une empreinte carbone relativement élevée. Donc finalement, en rachetant le marché obligataire des entreprises tel qu'il existe, la Banque centrale européenne recrée ce billet carboné, ce qui a généré beaucoup de contestations au Parlement européen ou même dans des manifestations de la part de la société civile, des think tanks, etc., etc. Et donc, la BCE essaie de redresser, de corriger ce biais, mais en faisant, elle se départit de son image d'expert, technocrate, impartial, qui ne crée pas de conséquences distributives. Et donc, ça accentue encore la tension avec son mandat originaire. Donc, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que peut-être qu'une porte de sortie à tout ça qui serait un peu plus soutenable consisterait à, si ce n'est réviser le mandat de la BCE, du moins augmenter sa coordination avec des autorités politiques élues pour pouvoir lui donner la légitimité qui lui permettrait d'assumer les conséquences distributives de ses politiques monétaires. En d'autres termes, il faudrait davantage reconnecter la Banque centrale européenne, mieux la coordonner avec des autorités élues, afin de pouvoir lui donner la légitimité politique qui lui permette d'assumer ses choix. Grosso modo, il faudrait que la BCE puisse assumer de créer des gagnants et des perdants avec ses politiques monétaires afin de réorienter ses instruments monétaires vers des objectifs socialement et écologiquement désirables. Et elle ne pourra pas retrouver cette légitimité toute seule. Il faudra à tout prix davantage la coordonner avec les autorités élues. Et cependant, cette coordination risque d'être compliquée à obtenir parce que ce qu'on a vu sur la politisation des politiques monétaires européennes au cours de la dernière décennie, c'est qu'elles ont généré un certain nombre de contestations qui ont pris forme à la fois dans l'arène parlementaire, mais aussi dans l'arène judiciaire, et que dans le cadre de l'arène parlementaire, ces contestations ont fait émerger des clivages assez nets et assez puissants. Il faut donc commencer par démêler ces clivages pour voir comment est-ce qu'une nouvelle relation entre les autorités politiques et fiscales d'un côté et la BCE de l'autre pourrait se faire. Il est intéressant de noter que les conséquences distributives des mesures non conventionnelles de la BCE ont été contestées par une partie des partis politiques européens et notamment par la frange la plus à droite du Parlement européen, que ce soit le groupe ICR ou le groupe ID, qui prenait la défense notamment des épargnants spoliés par les taux négatifs, mais se faisait également les thuriféraires de l'interdiction du financement monétaire des États qui est inscrit dans les traités européens. Ces partis politiques considéraient que les rachats de dettes souveraines par la BCE contrevenaient à cette interdiction du financement monétaire, là où la BCE arguait que ces rachats avaient pour seul objectif de permettre d'atteindre sa cible d'inflation. Donc on voit qu'on a une première contestation qui émane de partisans, on va dire, de l'orthodoxie monétaire autour de laquelle la BCE a été fondée. D'autre part, on voit qu'on a également des critiques plus hétérodoxes sur les paramètres des rachats d'actifs, avec notamment l'exclusion de la Grèce et de Chypre initialement parce que leurs dettes étaient trop mal notées. Et au milieu du champ politique, on a une assez vaste coalition qui soutient plus ou moins ces politiques non conventionnelles de la BCE. Toutefois, le clivage n'est pas seulement partisan, il est également géographique. C'est-à-dire qu'au sein de chacun de ces différents groupes politiques qu'on retrouve au Parlement européen, sur le spectre gauche-droite, on observe des fissures, des désaccords et des controverses qui opposent généralement les eurodéputés représentant les pays dits du Nord à ceux qu'on appelle les pays
les pays ayant un solde créditeur versus ceux qui ont un solde débiteur et qui ont d'une part un modèle économique davantage flexibilisé versus ceux qui ont un modèle reposant sur un État-providence plus développé. Et donc, in fine, aujourd'hui, que ce soit au Parlement européen ou plus largement au Conseil, on observe donc deux lignes de clivage qui se superposent. Un clivage géographique qui dépend du positionnement socio-économique des États membres dans la zone euro, mais d'autre part, un clivage partisan sur un spectre plus traditionnel gauche-droite. La conséquence de ce double clivage, c'est évidemment une fragmentation des positionnements sur la politique monétaire et la difficulté à faire émerger une nouvelle coalition politique qui prendrait en charge cette redéfinition dont tu parlais de la relation entre les autorités politiques d'un côté et la Banque centrale européenne de l'autre. Sachant que dans la question, comme tu le disais, il y a la question de l'enjeu climatique à intégrer au-delà des enjeux que suscitaient déjà les politiques non conventionnelles de réponse à la crise de 2008. Je pense qu'aujourd'hui, on peut également considérer que s'y ajouteront les enjeux spécifiques de la crise du Covid. Et que donc cette combinaison de différents enjeux fait que la navigation au sein de ces deux clivages risque d'être particulièrement difficile.